Ouais, vous allez voir, ça s'appelle du cinéma d'animation, mais c'est tout qu'un cinéma d'animation. C'est pas très accessible, c'est très conceptuel, mais je vais essayer de vous rendre ça le plus accessible possible. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer quelques secondes des trois films. Je vais juste les trouver, j'aurais dû faire ça avant. Mais dans tous les cas, ça va me permettre de présenter le personnage qui est Pierre Hébert. Pendant très longtemps, l'ONF a eu deux missions, l'ONF étant l'Office national du film, a eu deux missions donc de faire des documentaires et de produire des films d'animation. Donc Pierre Hébert, lui, ça a été un des chefs de file de la production de films d'animation pour l'ONF dans les années... Lui, il est resté là près de 30 ans, il était là de 65 à 99. Encore aujourd'hui, il fait des films, aujourd'hui, il est plus dans des sujets politiques, donc son animation a beaucoup changé. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la première partie de son œuvre, donc trois films qui viennent des années 60, donc de sa période à l'ONF. Je vais vous en montrer quelques secondes, tout simplement parce qu'ils sont absolument violents, ces films. Et par violent, j'entends surtout dans leur présentation, vous allez voir, c'est quelque chose à regarder. Donc, je commence par le premier, je vous en montre quelques secondes. Donc, il n'y a pas de Rick and Morty là-dedans. Là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est hop, hop. Les trois se ressemblent quand même beaucoup. Je les montre juste parce qu'ils me permettent de montrer qu'il y a quand même une ligne directrice, disons, dans l'esthétique du cinéaste. Et ça va me permettre ensuite de montrer à quoi sert le principe de remédiation au sein de son œuvre et comment on peut voir finalement le cinéma comme un trope, du moins dans la façon dont Pierre Hébert le travaille. Donc, opus 3, vraiment beaucoup de variations comme ça sur des images. Et donc le dernier qui va être autour de la perception, qui est toujours dans le même style. C'est les premières années où on commence à faire de l'animation mélangée avec des ordinateurs, et ça donne un résultat bizarre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un risque en vous le montrant, parce qu'ultimement, on a l'impression qu'il ne se passe rien là-dedans. Pourtant, Pierre Hébert, c'est une sorte de philosophe du cinéma d'animation, et il met en scène ses théories. Donc, ça crée une espèce d'œuvre qui est elle-même autoréflexive et qui est aussi très rhétorique au sens où il cherche à nous montrer, à nous convaincre finalement que ces principes esthétiques sont possiblement mis on peut les mettre en application et quand même produire quelque chose à partir de cela. Donc voilà. Donc, je vais insister sur 3 points. Je vais voir si je me rends jusqu'au troisième éventuellement, mais ça devrait quand même être suffisant pour aujourd'hui. Donc, la succession visible des images, vous le voyez bien, c'est vraiment juste plein d'images comme ça qui se succèdent. Et pourtant, on s'en rend compte qu'il y a comme... Il n'y a pas de continuité dans les images. Il joue vraiment sur l'idée que le cinéma, normalement, c'est 24 images secondes et que, en fait, c'est un effet recherché, disons, par le dispositif que de nous faire oublier cette segmentation-là des images, de provoquer ce qu'on pourrait appeler une illusion de continuité. Et donc, la relation habituelle qu'on a au cinéma, c'est le fait de percevoir un film, un contenu, une histoire dans cette continuité-là, même s'il peut y avoir des retournements absolument saisissants qui nous font peut-être briser le rythme même du film qu'on regarde, mais il n'y a jamais rien qui vient briser simplement cette continuité des images, la fluidité même des images et de l'enchaînement des actions au sein du film. Donc, Pierre Hébert, lui, propose de se détourner de ce cinéma-là. Donc là, déjà, vous le voyez, il y a la première définition du trope qu'on a croisé, qui est celle du détournement. Et ce faisant, il crée un effet de remédiation particulier. Donc, comme Éric l'a déjà défini, je ne reviendrai pas sur la définition même de la remédiation, mais je vais vous parler de deux types de remédiation qui sont aussi théorisés par Bolter et Grusin, qui est l'effet d'immediacy, qui est celui du cinéma traditionnel, donc celui d'avoir tendance à faire oublier le dispositif au profit du contenu même de ce qui est présenté. Donc ici, Pierre Hébert nous empêche d'une certaine façon de pénétrer à l'intérieur du contenu du film, et tout le but est de nous faire prendre conscience, non pas de ce qui est présenté, mais du dispositif lui-même.
Donc ici, on renverse la vapeur et on amène le deuxième phénomène de remédiation présenté par Bolter et Grusin, qui est l'hypermédiatie. Hypermédiation. C'est traduit en français. Ouais. Hypermédiation. C'est traduit en français correctement, comme ça, il y a eu un colloque là-dessus. Ouais. J'ai quand même énormément de difficultés avec cette traduction-là. Je vais l'appeler hypermédiatie. Et donc voilà, qui finalement privilégie la fragmentation au profit du processus, au profit du dispositif lui-même. Et donc voilà. Donc, ici, c'est vraiment l'objectif de Pierre Hébert. Et en procédant de la sorte, Pierre Hébert nous amène finalement la deuxième définition du trope qu'on avait dans l'appel, qui est le fait de tourner autour. Donc ici, on ne rentre pas à l'intérieur du contenu, mais on tourne autour du cinéma. Donc on s'en détourne et on tourne autour, sans arrêt comme ça. Et ça a littéralement l'effet de provoquer une espèce de danse. C'est le but recherché par Pierre Hébert. Et donc voilà. Donc, cette façon de nous faire tourner autour vient de ce qui sera mon deuxième point, le procédé de brouillage de sens. Donc le but, c'est vraiment de saturer les sens du spectateur dans le but de ne jamais pénétrer complètement, finalement, dans ce qui se présente à nous. Et mon troisième point, donc, va être de dire que ces deux procédés-là, donc le fait de briser la linéarité et de brouiller les sens, de saturer complètement la perception du spectateur, ben, c'est dans le but, finalement, de permettre au spectateur de se réapproprier la place du producteur, du réalisateur. C'est-à-dire que, comme ça devient impossible de mettre un vrai sens ou de donner une histoire ou quelque chose comme ça au procédé, on finit par se retrouver devant une possibilité presque intarissable, finalement, de sens. Pierre Hébert nous invite, finalement, d'une certaine façon, à nous réapproprier son œuvre et d'en faire, j'ai pas envie de dire d'en faire ce qu'on en veut, mais de l'interpréter, disons, de façon beaucoup, beaucoup plus libre. Donc voilà. Donc, commençons sur le premier point, cette question de la segmentation. Pierre Hébert, lui, critique justement le cinéma traditionnel parce qu'il dit qu'il abuse finalement d'une tendance naturelle de l'œil qui consiste à compléter les formes qu'on voit et qui est ce qui provoque l'effet de continuité et l'illusion que le cinéma nous propose généralement. Alors que finalement, Pierre Hébert, lui, ça le frustre parce que ce qu'il dit, c'est « bon, moi, je prends la peine de faire 24 images et vous perdez le dessin de ces images-là. Vous voyez jamais le dessin même dans sa fixité, dans tout l'effort que j'ai fait pour le présenter. Tout ce que vous voyez, c'est l'enchaînement des dessins. Donc, lui, il se propose finalement de jouer sur ce qu'il appelle ces possibilités formelles de manipulation de la continuité d'image à image qui mettent en jeu la tendance naturelle à l'œil à interpréter toute succession comme si c'était du mouvement et à vouloir reconnaître des corps en mouvement dans les discontinuités les plus extrêmes. Et donc, à partir de ça, on peut déjà apprécier un peu la violence des trois films que l'on voit, qui cherchent justement à briser cette tendance naturelle du regard. Donc ici, il joue sur une double continuité qui est absolument incompatible, et on ne s'en rend pas tout à fait compte quand on le regarde, mais il y a des images et il y a ce qu'il y a entre les images. Donc généralement, c'est des noirs, surtout, des moments noirs, surtout dans les deux premiers, mais c'est vraiment tout ce qui est noir, tout le moment où il n'y a pas les images. Donc lui, il joue sur cette alternance, sur ces ruptures complètement radicales, qui nomme, à la suite d'un autre cinéaste canadien qui s'appelle Norman McLaren, qui est quand même très connu, c'est un pionnier dans le genre, et lui aussi a travaillé pour l'Office national du film. Et donc le but, c'est de travailler les images de sorte que ça provoque le même effet que quand on regarde le soleil et qu'on ferme les yeux. Donc il y a une partie de la lumière qui est retenue par notre rétine, et de cette façon-là, il y a un mouvement même dans la lumière qui est provoqué à ce moment-là parce qu'elle est détachée de sa forme naturelle et après elle s'estompe, il y a toute une complexification qui se fait à partir de comment l'œil retient l'image et de la force, disons, de l'imprégnation que ça a eu dans l'œil. Et donc il joue sur ces images qui font cligner les yeux et sur ces vides de longueur variable, ce qu'il nomme les blinks et les blanks. Et c'est dans ce jeu d'espacement entre les contraires, qui considère manipuler l'invisible et le rendre visible. Mais ici, cet invisible-là, c'est vraiment cette façon-là que l'on a de nous-mêmes travailler avec nos sens de manière imparfaite, ces images qui sont restées finalement sur notre rétine.
Donc, on le voit bien, une sorte de danse comme ça, où finalement on passe du dispositif à notre œil, de l'œil au dispositif. Il y a une sorte de stimulation réciproque comme ça sans arrêt qui fait que on se détourne finalement du média lui-même, qui devient une sorte de stimulateur plus que la scène d'exposition de son propre contenu, comme le cinéma traditionnel tend à le faire. Donc, Pierre Hébert, ici, a toujours eu ce fantasme de considérer le cinéma d'animation un peu au même titre que d'autres arts kinesthétiques comme le théâtre, la danse et le théâtre de marionnettes, où finalement, c'est pas tellement la narration, donc cette continuité, cette illusion de continuité qui est généralement induite par la narration normalement, mais de plutôt le voir justement comme une danse. Si on lit juste les trois descriptions, on les a en bas ici, mais je ne vous les montrerai pas les trois, je vais juste les lire. Par exemple, Hop Hop, le premier que je vous ai montré, il est décrit comme un film d'animation réalisé au moyen d'une série de 24 images positives et négatives, donc les formes et les noirs, présentées de façon chaotique ou selon un mode de composition méthodique, c'est à vous de voir, recherche au niveau visuel. Donc, il soumet l'œil à un flot continuel et violent d'images, recherche également sur le plan de la participation de l'individu au spectacle. Il tente de polariser son activité mentale et perceptive pour le jeter ensuite dans un état de méditation. Donc, on se réapproprie en quelque sorte l'activité de création du sens nous-mêmes à partir de cette stimulation-là, très violente. Et donc, c'est grâce à ça qu'il parvient à venir solliciter notre corps. C'est vraiment ça le fantasme de Pierre Hébert, c'est qu'on ne regarde pas ces films avec nos yeux, mais avec notre corps. Donc, le deuxième que je vous ai montré, celui-ci même, est décrit en ces termes. Des images qui vont et viennent, reviennent, se dépassent, se superposent en cercle, en carré, en ellipse, en diagonale. Sous ce flot jaillissant, la rétine ne peut plus accomplir son travail et des images non gravées sur la pellicule surgissent et dansent sur l'écran. À travers les images réelles et virtuelles, le spectateur est invité à établir lui-même une certaine progression. Donc, Pierre Hébert cherche à épuiser le dispositif dans le but de faire apparaître un geste, son geste qui était le sien à la base, le geste de création, mais ici, il le fait apparaître de sorte à ce qu'on puisse l'incarner nous-mêmes d'une certaine façon. Donc, il renverse ici le rapport entre le spectateur et le créateur. Et cela passe donc par l'épuisement du corps et de l'œil. C'est comme ça qu'il nous décrit notamment le troisième film, Autour de la perception, qui est décrit en ces termes. Cette présentation de fragments disjoints agit à la façon d'une sollicitation violente, d'une provocation. C'est un appel à la perception visuelle et sonore qui ne s'adresse ni à l'intelligence ni à l'affectivité du spectateur, mais cherche à déclencher sa réaction physique. On voit donc comment le sectionnement du temps ici participe à déployer une scène où le temps même de la narration est dévoyé, donc la linéarité de la narration, et où on se retrouve avec un rapport beaucoup plus direct et immédiat à l'œuvre elle-même et à l'activité de création. Ce qui m'amène aussi à mon deuxième point. L'un des moyens qu'on a vu consiste à brouiller les sens du spectateur dans le but de lui faire atteindre un univers où s'ouvre un espace de possibilités. Donc la narration dans le cinéma traditionnel tend à imposer son récit au public, mais ici, c'est absolument pas ce que le réalisateur cherche à faire. L'auditoire ici est appelé à se réapproprier ses droits poétiques sur l'objet artistique, car, comme je l'ai dit, l'expérience est impossible à mettre en mots, elle est donc intarissable. Donc on peut faire nous-mêmes nos propres scénarios, et donc, d'une certaine manière, ici, on se réapproprie nous-mêmes le film. Pierre Hébert s'inspire beaucoup de son peintre préféré, qui est Jackson Pollock. Je vais juste vous montrer une toile de Pollock pour que vous compreniez un peu où je veux en venir. Peu importe laquelle, elles vont suffire. Celui-là n'est pas si mal. Donc voilà. Non, mais parce que les films de Pierre Hébert et les toiles de Jackson Pollock sont régis par les mêmes principes, mais chaque toile est différente. Mais en même temps, cette espèce de paradoxe-là nous fait dire que c'est à la fois toujours la même chose et jamais la même chose. Donc, il y a ce jeu-là qui naît finalement de l'impossibilité d'arriver à faire quelque chose d'autre que de s'approprier l'œuvre à notre manière, finalement. J'arrête pas de dire finalement. Donc voilà. Et donc ici, ce que cherche à faire d'une certaine façon
Pierre Hébert, ça nous a invités à regarder chacune des images en elles-mêmes et de pas nécessairement s'attarder sur le développement du film, mais de vraiment apprécier chacune des images, parce que chaque image, pour Pierre Hébert, déploie à la fois l'énergie du cinéaste, son travail de composition, ce qu'on perd absolument, pratiquement tout le temps quand on regarde un film et qu'on ne fait que s'attarder au contenu même du film. Et ici, ce qu'il veut qu'on fasse, c'est de nous retrouver devant cette chose absolument saturée, j'ai envie de dire, de parcours possible. C'est littéralement, il emploie la métaphore de la constellation. Les films de Pierre Hébert sont faits un peu comme un connect de dots, d'espèces d'images qu'on a à reconstruire nous-mêmes. Et donc l'idée de Jackson Pollock ici avec tous les petits points puis le dripping est parfait. Parce que finalement, au lieu d'avoir une image où on aurait des petits 1, des 2, des 3, puis on aurait juste à le suivre pour faire ressortir l'image, bien ici on reconstruit l'image qu'on veut. On a juste plein de points et on les associe comme on veut. On se fait d'une certaine façon sa propre image. Donc, ici, brouiller les sens du spectateur, ça l'empêche de faire sens, mais ça lui permet, d'une certaine façon, d'avoir un rapport à la fois empathique et poétique avec l'œuvre. Donc, ici, on a vraiment un effet d'hypermediacy qui vise à nous rappeler le dispositif lui-même plutôt que ce qui est présenté. Donc, c'est d'une certaine façon, puis ça va m'amener à mon dernier point, c'est vraiment... j'ai dévié un petit peu de mon... Donc voilà, je vais résumer avec ça. Donc la présence ici de l'artiste, c'est pas simplement une volonté auctoriale, c'est vraiment un espace de possible qui nous est offert et qu'on nous invite à prendre cette place-là et à remplacer d'une certaine façon l'auctorialité de l'auteur de l'œuvre et à nous-mêmes procéder à ce qu'il nomme ces délicats assemblages de mots qui ne s'enchaînent pas dans une suite discursive, qui ne disent pas tous la même chose, mais qui, chacun souverain dans son propos, me permettent la délicate et toujours nouvelle triangulation du sens. Cette question-là est absolument centrale pour comprendre le cinéma hébertien. Lui-même, la problématique de son cinéma, il la pose en ces termes. Est-il alors possible, en cinéma d'animation, en deçà du calcul, d'établir un état de contact, j'évite le mot communication, avec le corps musculaire, nerveux, circulatoire, de faire que le geste accompli avec force ou retenu par le corps de l'artiste agisse en un flux direct, soit reçu en douleur ou en volupté par le corps du regardeur. Et donc, comme je le disais, on nous invite à voir ici avec le corps. Donc, si j'avais à résumer grosso modo, ben, l'objectif ici, c'est vraiment de briser la narration. C'est pour ça que j'ai appelé ma thématique d'aujourd'hui le cinéma contre la narration. Et donc, en empêchant cette connexion usuelle qu'on a avec l'histoire du film qu'on écoute. En faisant ça, le cinéaste ramène à l'avant-plan une scène dans laquelle le geste même d'animer reprend sens, puisque nous-mêmes, nous sommes conviés à le reproduire, et en nous encourageant ainsi à contempler plus attentivement les images et le dispositif. Hébert nous permet d'apprécier l'effort qu'il a fallu pour leur donner vie. Lui, un truc qui le fascine, c'est vraiment dans le théâtre de marionnettes, le moment où celui qui tient les marionnettes s'efface. Il y a toujours une espèce de rituel pour essayer de donner naissance. Il y a une espèce de magie comme ça qui donne naissance à la marionnette. Et c'est ce rituel-là, d'une certaine façon, qu'il veut reproduire dans le cinéma. Et donc, voilà. Donc, c'est à même ces images, puis ça va être mon avant-dernière phrase. À même ces images, il y a plusieurs procédés rhétoriques à l'œuvre qui témoignent de la vision d'Hébert du cinéma d'animation, de sa critique de la raison cinématographique et de son engagement à même son art. Et celui-ci nous permet dès lors de tourner autour du cinéma et nous en détourne tout à la fois, faisant du geste de remédiation qu'il fait ici un trop en soi. Voilà.